politique régionale, c'est-à-dire les fonds structurels. Pour le reste, ce sont des dépenses plus modestes. Donc ce n'est pas avec ce budget-là qu'on fait face à la crise, même si on peut mieux utiliser ce budget, notamment peut-être pour garantir ou servir de levier à ce que j'appelais tout à l'heure des eurobonds, des project bonds, ou des obligations mutualisées qu'on pourrait peut-être garantir avec une partie du budget européen pour donner un effet de levier, une amplification dans les infrastructures, les travaux, routes, voies fluviales, TGV, voies numériques ou énergie. Je vous ai longuement expliqué pourquoi j'ai confiance que les décisions qui ont été prises sont de bonnes décisions. Même si ça a été au forceps, même si ça a été le dos au mur depuis un an et demi, ces décisions ont été prises. Je pense qu'elles sont bonnes, même si elles sont difficiles. Et donc on est en train de faire face. Pour la Grèce, qui était le cas le plus grave, on a mobilisé 230 milliards, plus une centaine de milliards, 110 d'abandon de créances privées. Ce qui est exceptionnel, qui ne se fera pas pour d'autres. Il ne faut pas qu'on ait besoin de le faire pour d'autres, c'est pour cela que tous les pays sont engagés dans un effort de réduction de leurs dépenses. Prenez le cas d'un pays voisin et ami, que les Français quelquefois regardent un peu en tournant le dos, hein, qui est l'Italie. On a tort, parce que c'est un grand pays. Il y a plus d'industrie que chez nous. Hein. Plus d'industrie en Italie, plus de PME industrielles que chez nous. Comme en Allemagne d'ailleurs. Vous avez un homme comme Mario Monti, qui n'est pas un technocrate. Souvent, quand on a été commissaire européen, on n'est pas technocrate. Il a été 2 fois commissaire, c'est un économiste, et il dirige l'Italie. Et depuis qu'il a pris son de décision, il a fait crédibilité avec la continuité de la force. Vous avez vu les taux d'intérêt qui étaient au-dessus de 7%, qui sont hier redescendus au-dessous de 5%. Et ça, c'est majeur. Que vous empruntiez avec 1-2% d'intérêt, vous le savez bien, mesdames et messieurs, quand vous empruntez pour vous acheter une voiture ou un appartement, c'est exactement la même chose pour un pays. Si les taux d'intérêt augmentent d'un seul coup de 2%, comme ça a été le cas en Italie, et un peu pour la France aussi, en fin d'année dernière, on a vraiment été pas loin d'un problème grave, ça fait exploser le budget. Donc le fait qu'un pays soit géré de manière crédible, qu'il gère ses propres affaires de manière crédible, que les autres pays prennent les mêmes décisions, ça fait baisser la tension générale. Et donc voilà pourquoi j'ai confiance que l'Italie, l'Espagne que vous avez cité, le Portugal ou l'Irlande, qui sont engagés dans le même mouvement, vont s'en sortir, en plus des décisions collectives que nous avons prises. Mais ça demandera des disciplines. Nous avons désormais réaffirmé avec le nouveau traité ce que j'appellerais un règlement de copropriété, comme il y en a dans un appartement, dans une maison ou dans un immeuble, avec plusieurs propriétaires. Je ne me souvenais plus de cette phrase que j'ai écrite ou dite quelque part. Je pense toujours que nous avons besoin des nations pour combattre le nationalisme. Je pense qu'on a besoin des nations, qu'il ne faut pas effacer l'identité nationale. C'est pour ça que l'Europe est compliquée. Et ne laissez pas dire, parce que ce n'est pas vrai, ni à M. Mélenchon, ni à Mme Le Pen, qu'on est en train de supprimer la nation française. Ce n'est pas vrai. Jamais, nulle part. Jamais. Nous partageons notre souveraineté, nous ne l'abandonnons pas et nous mutualisons nos politiques pour être plus forts ensemble. C'est ça le message principal que j'ai essayé de vous dire ce soir. Donc, le poids de l'histoire, il pèse. Enfin, je ne sais pas comment j'ai pu dire ça, mais ce que j'ai voulu dire à cette époque, dans quelles circonstances je l'ai dit, l'Europe est née du poids de cette histoire, de la tragédie de l'histoire européenne. Et nous sommes en train de faire partir l'histoire européenne dans une autre direction, qui est une direction pacifique, démocratique, ce que je peux dire définitivement. La démocratie et la paix ne sont jamais définitives, mais durablement, parce que nous sommes ensemble et qu'on a intérêt à être ensemble. Voilà, je pense toujours qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme, mais qu'aucune de nos nations n'a la force suffisante pour compter toute seule. Aucune. Et qu'il faut les mettre ensemble. Voilà. En améliorant le système, quand on va discuter avec les Américains, ou les Japonais, ou les Chinois, il faut discuter entre nous de ce qu'on leur dit aux autres. Ça, on peut améliorer la manière de parler entre nous, mais il faut parler d'une seule voix. Voilà. L'Union européenne, l'Allemagne, nous avons décidé depuis quelques mois de franchir des étapes d'intégration. Est-ce que c'est
de type fédéral, ma réponse est oui. D'ailleurs, on n'a pas eu peur de ce mot, puisque la monnaie est déjà fédérale. Donc nous allons aller vers un système plus fédéral et plus coordonné, plus communautaire en matière de gestion économique. Ça veut dire aussi, je le dis aux parlementaires, que vous devez vous saisir de ces questions, si on ne vous en saisit pas de l'extérieur, pour comprendre comment ça se passe, parce que votre souveraineté budgétaire va être partagée. La souveraineté budgétaire et fiscale que vous avez comme parlementaire à Paris, à l'Assemblée et au Sénat, va être partagée dans ce semestre européen qu'évoquait Michel, et dans cette gestion commune. L'Allemagne a fait le choix, depuis Adenauer jusqu'à Angela Merkel, de l'Union européenne. Et Mme Merkel, avec qui j'ai déjeuné hier, a réaffirmé devant nous ce choix, notamment à propos de la Grèce. L'Allemagne, je vais corriger une chose que vous avez dite, l'Allemagne exporte 60% dans l'Union de ses produits et de ses services. 60%, comme nous. C'est pour ça que le marché unique est aussi important. Nous exportons en moyenne entre 55, 60, 65, selon les pays, mais en moyenne 60% de nos produits et de nos services dans le reste des 26 autres pays. C'est aussi pourquoi la monnaie est utile, parce que la monnaie unique est utile parce qu'elle évite des dévaluations entre nous. Donc l'Allemagne, deuxième chose que je voudrais compléter, c'est qu'un certain nombre de lenders allemands reçoivent des fonds structurels, notamment les lenders de l'Est, qui ont beaucoup de difficultés et de retard. Mais l'Allemagne a fait ce choix, et l'a fait avec la France depuis 60 ans. Je pense que la coopération franco-allemande est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante. C'est ce que je pense. De plus en plus nécessaire, parce que si on n'est pas d'accord entre français et allemand, tout est bloqué. Ça a failli y arriver dans le passé, mais ça n'est jamais arrivé. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'il y a maintenant d'autres pays, presque aussi grands, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, qui sont là. Et donc, et beaucoup d'autres pays qui comptent aussi, même s'ils sont plus petits. Donc ma réponse est que l'Allemagne a intérêt, politiquement, économiquement, à être dans l'Union, et que nous avons, nous aussi, intérêt, et que cette question d'intérêt bien compris, plus l'idéal pacifique et démocratique, justifie durablement, je crois, l'engagement d'Allemagne. Oui. Oui, avant de repartir dans cette question, je voudrais apporter deux compléments. La première des choses, quand on travaille au niveau européen, c'est d'abord d'essayer de comprendre les autres. Je crois que, concernant l'Allemagne, les autres pays européens ont, à un certain moment, au début des années 90, fait preuve, sans doute, d'égoïsme, en tout cas de manque de vision. L'Allemagne a financé seule la réunification. Nous n'avons pas conscience, nous Français, de l'effort qu'ont fait pendant plus de 15 ans les Allemands de l'Ouest pour mettre à niveau l'Allemagne de l'Est. Pendant que les Allemands s'occupaient d'eux-mêmes, nous avons cru que nous allions pouvoir les prendre de vitesse. L'Allemagne a investi comme nul autre, et aujourd'hui, dans la crédibilité économique de l'Allemagne, il y a d'abord le fruit de cet investissement. Kohl, à l'époque, a eu cette intelligence de ne rien demander aux autres, en disant à un moment, nous nous retrouverons. Je crois que, et c'est comme ça que moi je ressens le comportement des Allemands aujourd'hui, les Allemands nous disent d'abord, vous ne vous êtes pas occupés de nous pendant tant d'années, qu'aujourd'hui, venir nous faire la manche est un peu facile. C'est ça la première explication du comportement allemand. Mais les Allemands sont pragmatiques. Et les Allemands savent très bien que sans l'Europe, leur économie s'effondrerait. Michel vient de le dire, 60% de l'exportation de l'Allemagne se fait sur le marché européen. Donc l'Allemagne a besoin de nous, et nous avons besoin de l'Allemagne, mais comprenons ce qui peut être le sentiment actuel de l'Allemagne. Je vous assure, chers amis, allez faire un tour dans les Landes de l'Est et vous verrez l'évolution que ces pays ont connue en quelques années, pas avec vos impôts, uniquement avec les impôts de l'Allemagne de l'Ouest. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque sur la recherche.
Et sur le budget. Effectivement, tous les États, et je le dis devant les parlementaires qui sont là, tous les États peinent à boucler leur budget. Et à partir du moment où on ne veut plus faire appel à l'emprunt au niveau où on l'a fait jusqu'à présent, il faut effectivement serrer. Et serrer sur tout, donc éventuellement aussi serrer sur l'Europe. Et le 1% de budget européen peut, dans ces moments-là, paraître bien trop coûteux, bien trop laxiste. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que ce budget européen peut nous permettre de mettre en commun qui nous fera faire des économies? Je vais prendre deux exemples. L'exemple de la recherche. On parle souvent de la politique agricole commune en disant c'est odieux, elle bouffe 40% du budget. Elle vous coûte, chers amis, 100 € par habitant et par an. Si nous avions une politique de recherche de même niveau que la politique agricole, c'est-à-dire une politique de recherche qui soit complètement européenne, par mise en commun, comme cela a été fait en 1962, des budgets nationaux, la recherche nous coûterait 400 € par habitant et par an. Aujourd'hui, nous avons 27 recherches qui travaillent en parallèle, avec un 28e budget qui est celui de l'Europe, qui essaye de mettre un peu de colle autour de tout ça. J'ai bien parlé de colle, parce que je ne pense pas que la part du budget européen soit supérieure à cela dans l'agrégat du tout. Or, quand je rencontre les industriels, quand je rencontre les chercheurs, sur bien des sujets, ceux-là me disent on a beaucoup travaillé, on y est presque arrivé, mais il nous manque encore un peu d'argent. L'exemple qui pour moi est le plus manifeste, c'est l'exemple de l'industrie automobile. Tout à l'heure, Michel a parlé de l'exemple formidable d'Airbus. L'industrie automobile, il y a 15 ans, une voiture sur 4 vendue dans le monde était une voiture européenne. Aujourd'hui, nous sommes à une voiture sur 6. Nous avons 6 groupes industriels encore en Europe qui fabriquent des voitures. Je suis à la commission des transports. Quand je reçois les fabricants, les constructeurs, ils viennent m'expliquer que sur le moteur à hydrogène, sur le moteur électrique, ils y sont presque. Ah, ils y sont presque. Mais il leur manque l'argent pour finir le programme de recherche. Et comment vous travaillez avec tel ou tel autre concurrent? Ah non, surtout on ne travaille pas avec tel. Si on avait fait la même chose avec Airbus, nous n'aurions pas Airbus. La question politique qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons le courage de forcer 3 de ces constructeurs à travailler ensemble sur le moteur à hydrogène et 3 autres de ces constructeurs sur le moteur électrique, avec une promesse ou un engagement que le bénéfice de la recherche servira à tous. Si nous ne sommes pas rapidement capables d'avancer au plan européen sur ce genre de questions, sur la mise en commun de moyens de recherche, eh bien c'est d'autres, et c'est notamment les nouveaux pays, l'Inde en particulier, qui demain découvriront à notre place et nous vendrons les brevets. Vous savez, il y a quelques mois, dans le cadre de la réflexion sur un projet d'accord agricole qui aujourd'hui s'est effondré, avec les pays du sud-est, d'Amérique du Sud, pardon, je recevais l'ambassadeur du Brésil auprès de l'Union européenne. Dans la discussion, il me glisse « Mais monsieur, savez-vous qu'en 2010, le Brésil a investi 22 milliards de dollars en Europe, alors que l'ensemble des pays européens ont investi moins de 20 millions de dollars, de 20 milliards de dollars. » Comme j'avais en face de moi un ambassadeur, j'ai tourné cette fois ma langue dans la bouche avant de lui faire répéter pour être sûr que j'avais bien compris. Il m'a répété, puis ensuite j'ai été vérifié. C'est vrai. Donc voilà un exemple très concret où notre nationalisme, si je puis dire, mal placé, peut nous conduire collectivement à notre perte, alors que si nous avons le courage, l'intelligence de nous parler et de nous faire confiance ensemble, nous pouvons garder une place stratégique dans le monde. Une autre série de questions. Monsieur, oui. 3 questions et puis après on arrêtera peut-être. Monsieur le ministre, bonjour. On parle beaucoup du couple allemand-français.
Et, il y a un bon film qui passe en ce moment, c'est La vie de Margaret Thatcher, où elle explique dans ce film, il y a un discours célèbre, elle donne toutes les bonnes raisons de ne pas rentrer dans la monnaie unique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec les difficultés actuelles de l'euro, est-ce qu'elle a été visionnaire? Deuxième question. Monsieur à côté, puis après une troisième là-bas au fond, madame. Bonsoir, Olivier Michel. Michel. C'est vrai. Moi, je ne m'appelle pas Michel. Vous avez déjà évoqué un peu la question tout à l'heure d'aller vers un peu plus de fédéralisme. On n'a jamais eu tant, nous, à l'occasion de notre campagne électorale française, de gens qui clivent entre les partisans de plus de fédéralisme, plus d'Europe, nécessité de gouverner notamment cette zone euro avec toutes ces différences, et puis à l'opposé, donc, disons, les souverainistes. Et tout ça, dans les deux camps, c'est pas un village gauche-droite. Donc, voilà, donc c'est une première inquiétude, c'est est-ce que tout ça va pas mettre la construction européenne durablement en panne. Et un autre piège, moi, qui m'inquiète un peu, c'est cette histoire d'Europe du Sud et d'Europe du Nord, qui est sortie comme ça, finalement. On observe quand même bien qu'il y a un Nord qui gère bien ses affaires publiques, et il y a un Sud qui est on voit vers le laxisme et la faillite. Quoi. Voilà, donc, mon inquiétude, c'est construction européenne. Comment vous voyez ça? Comment ça va avancer? Est-ce qu'on est en panne durablement ou pas? On a toujours beaucoup parlé du couple franco-allemand et actuellement le président de la République française et la chancelière travaillent beaucoup ensemble. Si la gauche arrivait au pouvoir, en quoi les relations apparemment pas très bonnes des socialistes avec la chancelière actuelle seraient péjorantes pour la continuation et la progression de la construction européenne? Et si au passage vous pouvez nous rappeler, je sais que les deux économies françaises et allemandes font un très gros pourcentage, je crois 40 ou 50% du pourcentage total de l'économie, mais je ne sais pas exactement. Et en quoi justement le fait que ces deux pays travaillent ensemble est bon pour la construction européenne? Un quatrième doigt qui s'est levé, et puis bonsoir. Contrairement à mon voisin, je pense que le problème c'est l'Angleterre. Alors une question, est-ce qu'on peut faire l'Europe sans l'Angleterre? Et j'aimerais éventuellement vous proposer, pourquoi pas un commissaire de la stratégie industrielle en Europe? Je suis assez en colère contre l'Europe à ce propos, puisque j'ai un exemple à vous donner. Quand Legrand et Schneider ont voulu se marier, c'était fait, et l'Europe a cassé ça. Aujourd'hui, on aurait un mastodonte mondial, et donc je pense que l'Europe doit s'adapter à la mondialisation et ne pas casser ces mariages de grosses entreprises. Je vous donne un exemple en France. On n'a plus de fibre de carbone, puisqu'on a vendu les derniers dizaines de pourcents aux Japonais, alors qu'on a installé l'usine à Abydos en France avec Alpha Token. Et donc c'est un bel exemple, un autre exemple qui montre qu'aujourd'hui la fibre de carbone est détenue à 100% par les Japonais, alors qu'on était il y a 20 ans parmi les premiers, puisqu'on avait créé cette usine à Abydos. Et je pense qu'il y a, à mon avis, l'Europe doit s'adapter et doit permettre l'association, la combinaison entre de grosses entreprises. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'il faut éviter les monopoles, mais dans la mondialisation, il faut changer un peu les règles. Bien, chers amis, je vais répondre à ces questions, puis après peut-être on pourra regagner nos foyers, si je puis dire. Monsieur, je suis, je vous le dis en pesant les mots, totalement d'accord avec vous, sur ce que vous venez de dire. Je connais bien le cas que vous avez évoqué, puisque j'étais commissaire au moment où la décision a été prise d'interdire cette fusion, et qu'au sein du collège, je m'y suis opposé. Je ne dirais pas plus que ça, mais il s'est passé ensuite après ce que je redoutais. Je pourrais parler d'un autre cas qui touche beaucoup de Savoyards, qui est Péchinet. C'est une autre situation, c'est une autre histoire. Et j'aurais du mal à pardonner, c'est d'ailleurs quelques-uns de mes amis politiques, qu'on ait laissé partir ce groupe
comme il est parti, et son centre de recherche de Kroll. Je n'ai pas oublié tout ça. Donc je suis revenu à la commission, parce que j'ai choisi d'y revenir, avec la confiance du président Sarkozy, pour faire bouger ces lignes-là, monsieur. Et c'est ce que j'essaie de faire jour après jour. Remettre l'économie sociale de marché compétitive au centre du jeu et faire qu'on bâtisse, à côté de la politique de concurrence, qui justifie, quand on l'applique strictement, toutes les décisions. Nous sommes, je reviens un instant à la commission, les 27 commissaires sont collégialement, le Premier ministre européen, dans les propositions que nous faisons. Nous ne faisons que des propositions, sauf un domaine où nous décidons, sans rendre de compte au Parlement et au Conseil des ministres, sous le seul contrôle de la Cour de justice, qui est d'ailleurs dans l'affaire de Schneider-Legrand, a cassé la décision. C'est la concurrence. Nous sommes, la Commission européenne, l'autorité européenne de concurrence, comme il en existe une aux États-Unis, comme il en existe une encore pour quelques sujets en France. Nous sommes l'autorité européenne de régulation de la concurrence et nous décidons ensemble. En appliquant le traité qui nous oblige à quoi? À interdire des fusions d'entreprises françaises, européennes ou mondiales quand elles créeraient un monopole. Parce que le monopole, c'est le contraire de l'intérêt des consommateurs. Quand il y a un monopole, celui qui a le monopole, il fixe les prix, il n'y a plus de concurrence, et les prix peuvent augmenter, on le voit d'ailleurs dans le domaine agricole. Je viens de proposer sur des marchés financiers mondiaux et européens de fixer ce qu'on appelle des limites de position pour éviter que sur le blé, le riz, le soja, dans le monde, sur les marchés, un acteur achète plus de temps pour éviter des positions monopolistiques qui suppriment la concurrence. Donc c'est juste de faire ça. Nous avons même interdit, il y a une dizaine d'années, 2 entreprises américaines, totalement américaines, de fusionner, parce qu'en fusionnant, elles créeraient un monopole américain sur le marché européen. Nous avons interdit cette fusion. Les Américains n'ont pas pu fusionner. Mais nous avons cette... Et la deuxième chose que nous faisons, qui est aussi juste, c'est d'éviter les aides d'État abusives qui créent des distorsions de concurrence. Donc nous vérifions, on n'interdit pas les aides, mais nous vérifions qu'elles ne créent pas de distorsion dans le même secteur, dans un pays voisin. Et on le fait pour l'Italie à côté de chez nous, pour préserver la règle du jeu des entreprises savoyardes ou françaises, et on le fait pour les entreprises françaises qui pourraient recevoir des aides d'État, publiques, de région, de l'État français, quand elles sont en difficulté, pour éviter des distorsions de concurrence avec l'entreprise italienne. Donc ça, c'est une... Mais le problème que nous avons, c'est que cette règle de la concurrence est inscrite dans le traité, nous appliquons le traité, mais qu'il n'y a pas de politique industrielle en face. Les Européens n'ont pas voulu créer de politique industrielle. Airbus, ce n'était pas lié à une politique industrielle, c'était lié à la volonté, au volontarisme d'industriels européens qui se sont regroupés, qui ont dit on va faire un avion européen, qui ont été soutenus par leur gouvernement, mais ce n'était pas dans le traité européen. Donc ce pourquoi je plaide, c'est qu'on mette dans les règles européennes, dans les politiques, l'obligation d'avoir des politiques industrielles. Je peux donner un exemple plus récent qui est dans mon secteur. Je prends le risque de le dire comme ça. Récemment, nous avons interdit, il y a 3 semaines, la fusion de 2 bourses. Deutsche Börse et la bourse Nice Euronext, qui est implantée à Paris et à New York. Au nom de la politique de concurrence, parce qu'on créait, en fusionnant ces 2 bourses, un monopole sur certains des produits financiers que j'ai évoqués tout à l'heure. J'ai exprimé une opinion à l'intérieur du collège, pas besoin de détailler, je ne veux pas détailler, en disant, bien sûr, si on applique la politique de concurrence, c'est correct, mais si on regarde l'évolution du marché, le besoin pour l'Europe d'avoir une industrie financière forte, on devrait peut-être réfléchir. Je ne vais pas dire plus que ça. Donc, je suis absolument d'accord avec vous. Voilà. Et donc, je suis revenu à la Commission pour me battre avec notamment le commissaire chargé des entreprises, qui est mon collègue italien, M. Tajani, et d'autres, à ce que nous ayons l'audace, si les gouvernements le veulent, d'avoir des politiques industrielles sectorielles, notamment dans les domaines, vous en avez parlé d'un, je pourrais parler du silicium, où nous sommes en train de perdre notre indépendance, je le redis une deuxième fois. Si dans ces domaines, il ne s'agit pas de se protéger, il ne s'agit pas de se barricader, je ne crois pas au protectionnisme, il s'agit d'investir, de mettre de l'argent, de la recherche, de mettre de l'investissement, un soutien public ou privé, du capital, parfois du partenariat privé-public, pour soutenir un secteur.
parce qu'on l'a identifié comme un secteur stratégique. Et nous avançons sur ce domaine. M. Tajani, mon collègue italien, a fait faire récemment une étude, que d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît bien en Savoie a animé au niveau européen. Il a fait un formidable travail, c'est Jean Terme. Jean Terme a animé ce travail sur les technologies de l'avenir. Jean-Pierre Vial a suivi ce travail de très près. Il a identifié 10 secteurs où précisément nous sommes en risque. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? Moi, je me bats au collège tous les jours. Mercredi dernier, à la commission, j'ai dit nous devons, sur ces 10 secteurs, décider de proposer au gouvernement et au Parlement un investissement et une action industrielle. Voilà, donc oui, je pense que, quelles que soient les difficultés qu'on a dans notre dialogue, c'est mieux que l'Angleterre soit dedans que dehors. Voilà. Notamment pour... je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parce que je ne voulais pas trop vous embêter, je dirais été trop long, mais la perspective démocratique, c'est aussi une perspective politique. Qu'est-ce qui fait qu'une puissance existe? Puisqu'il s'agit bien de ça, que nous soyons à la table des grandes puissances et pas derrière la table. Une puissance, c'est 4 choses. Une politique économique, nous sommes en train de la construire, d'améliorer. Une politique monétaire, nous sommes en train de la bien faire fonctionner. Et 2 choses que nous n'avons pas encore vraiment, une politique de défense et une politique étrangère commune. Chers amis, on ne construit pas une politique européenne de défense et une politique étrangère en Europe sans les Anglais. Parce que vous avez vu en Libye, ils ont une capacité internationale, ils ont une diplomatie internationale très grande, très puissante, et il vaut mieux qu'on essaie difficilement, mais progressivement de mutualiser avec eux. Voilà. S'agissant de la monnaie unique, la décision a été prise par tous les États européens d'avoir une monnaie unique, avec ce qu'on appelle en anglais un opting out, c'est-à-dire la possibilité pour ceux qui ne voulaient pas y être tout de suite, d'y être plus tard, ou jamais. Donc, tous les pays européens, y compris l'Angleterre, ont décidé, moi j'ai assisté à des conversations, j'étais ministre des Affaires européennes en 1995-1996, des conversations entre le Premier ministre britannique, Jacques Chirac et d'autres, sur le nom de l'euro, par exemple. Les Anglais étaient là autour de la table. Mais ils ont décidé de n'y entrer que lorsque ce serait, comment dirais-je, leur intérêt. Je pense que ce jour-là viendra où ils s'apercevront que les dévaluations, les variations monétaires posent plus de problèmes. Mais bon, nous vivons et nous avançons. C'est pour ça que le traité, pour bien gérer la zone euro entre les 17 pays, a été ouvert. Il y a un mois, on a ouvert ce traité. Les Anglais n'ont pas voulu venir, mais il y a 25 pays qui sont dedans. Il y a 25 pays qui ont décidé d'approuver le traité aujourd'hui pour mieux gérer la zone euro. Voilà. Je n'ai pas placé cette réunion, en accord avec Michel Dantin, comme une réunion partisane pour Sarkozy contre les autres. Tout le monde sait ce que nous pensons. Et ce qui me préoccupe dans ce que dit François Hollande, que je connais bien et que j'ai vu il y a quelques jours encore à Bruxelles, il y a un mois et demi, c'est cette idée de dire on va renégocier le traité. Je peux comprendre qu'on dise, je l'ai dit moi-même, et je le pensais avant qu'ils ne le disent, on doit très vite construire une initiative européenne de croissance. Pascal Lamy, qui a été commissaire comme moi et qui est socialiste, qui est maintenant le directeur général de l'OMC, a dit ça avant-hier ou hier dans le journal Le Monde, il a raison. Et de ce point de vue-là, on doit bâtir un programme ensemble pour relancer la croissance. Les obligations, l'infrastructure, et tout ce que j'essaie de faire pour le marché unique. Et puis peut-être d'autres choses, parce que personne n'a la science infuse. Mais je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause un traité qui a été si difficilement négocié. Voilà. Après, bon, moi j'ai mon choix personnel comme citoyen et comme ancien ministre de Nicolas Sarkozy, mais qu'est-ce qui se passe si les Français font un autre choix? Ça ne dépend pas seulement du président de la République, ce qui se passe, ça dépend aussi de la majorité. Et qui sont les députés? Est-ce que ce sont des députés qui sont contre l'Europe, comme ceux qui soutiennent M. Mélenchon? Est-ce que ce sont des députés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je préfère éviter le doute. Voilà. Non, mais c'est pas. Voilà. Voilà, je vous ai répondu pour la monnaie unique. Sur la question... voilà. Mais la vérité, c'est que
vous avez des Européens à gauche, nombreux, d'ailleurs comme vous l'avez très bien dit, dans les différents votes qui ont eu lieu, ou les débats qui ont lieu, la ligne traverse les partis politiques, comme ça a été le cas pour le référendum de 2005. Hein. Fabius était contre, mais Hollande était pour. Delors était pour. Delors a été un des hommes d'État européens pour lesquels moi j'ai un très grand respect. Hein. Probablement, Hollande est dans cette ligne-là, comme Martine Aubry, probablement aussi, plus naturellement d'ailleurs. Hein. Bon, mais ils ne sont pas tout seuls. Je ne sais pas ce que feraient les autres avec eux. Donc voilà. Quand j'entends François Hollande dire il faut mon ennemi c'est la finance, c'est pas la finance qui est l'ennemi. La finance c'est quoi? C'est le crédit agricole, c'est les banques mutuelles, c'est les banques coopératives. Il y a 8000 banques en Europe qui font partie de la finance. 4000 d'entre elles sont des banques coopératives et mutuelles. L'ennemi c'est la finance pas régulée. L'adversaire c'est la mondialisation pas régulée. L'ennemi, c'est les gangsters qui sont quelquefois, à force de se payer des bonus et qui produisent des produits toxiques qui refilent aux gens. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ce que je fais. Je souhaite simplement que le Parti socialiste, comme les autres partis, le font d'ailleurs au Parlement, soutiennent mes textes. Tous les textes que j'ai fait passer depuis 2 ans, tous les textes sur la régulation ont été approuvés par le Parti socialiste européen ou les députés français européens du PS comme ceux du Parti populaire européen. Voilà. Donc là, j'espère ne pas avoir oublié sur la campagne, il ne faut pas avoir peur du débat. Hein. Si je suis content de vous rencontrer, c'est que je pense qu'il faut qu'on prenne la parole sur ces questions. Ce n'est pas parce qu'une question inquiète, l'Europe inquiète, et on espère, on est inquiet à la fois. Hein. On se dit bien qu'on ne peut pas être tout seul dans le monde, et en même temps, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand quelque chose inquiète, il faut en parler. Ce que je ne trouve pas normal, pas démocratique, c'est qu'il y ait aussi peu de débats sur les questions européennes. Comme si on était à côté de l'Europe. Ça vous concerne dans votre vie quotidienne, donc il faut que les députés, les sénateurs, les élus européens mettent l'accélérateur sur le débat démocratique. Les gens sont plus intelligents que certains hommes politiques le croient. Un jour, j'étais ministre des Affaires européennes et j'ai voulu lancer un débat public sur l'Europe. Grand débat public. J'avais d'ailleurs pris un ancien ministre socialiste, M. Curien, la présidente du CNJA, des jeunes agriculteurs, pour être les parrains de ce débat, enfin, les grands témoins. Et j'étais aux côtés d'un ministre à qui j'ai dit je voudrais lancer ce débat. J'étais ministre délégué. Je ne citerai pas son nom par charité chrétienne. On n'a rien à foutre, enfin, c'est pas. Il me dit mais, mon pauvre Barnier, pourquoi tu vas perdre ton temps à parler de l'Europe avec les gens? C'est trop compliqué pour en parler avec les gens. Il m'a dit ça, un ministre, un ministre important à l'époque. Ouais, c'est important maintenant, mais non. L'Europe, c'est trop compliqué pour qu'on en parle avec les gens. Voilà ce que les gens de droite et de gauche se disent. Ça, c'est une faute majeure. On ne doit plus construire l'Europe pour les gens et sans eux. Voilà. Et moi, je pense que le peuple est intelligent. Voilà. Merci.